On y va avec notre dernier chapitre, chapitre 6. Dans ce chapitre-là, on va aborder la notion d'image numérique. Et pour faire ça, il va falloir commencer par revenir sur notre vecteur qu'on a vu dans le chapitre 5, aller définir un peu la matrice, au point de vue mathématique, pour ensuite définir une image matricielle, qui sera notre image numérique dans cette section-ci. Donc, on va commencer avec la section 6.1, où on va revenir justement sur notre définition du vecteur, et on va parler un petit peu plus loin de la matrice au point de vue mathématique. Donc déjà, dans le chapitre 5, on en a parlé du vecteur. On a vu le vecteur géométrique, on a vu le vecteur algébrique. Nous, on va repartir du vecteur algébrique ici, parce que c'est ça qui va nous aider à aller définir les vecteurs qui vont nous intéresser dans ce chapitre-ci, et ensuite de ça, les matrices qui vont découler de ces vecteurs-là. Donc, la définition qu'on s'était donnée ici, c'est un rappel, vous savez déjà ça, on a fait ça dans le chapitre 5. Le vecteur était défini, le vecteur algébrique, c'est un vecteur qui est défini par ses composantes, donc son déplacement à l'horizontale et à la verticale, et on l'écrit de la façon suivante, U avec une flèche au-dessus pour indiquer que c'est un vecteur, va être défini par les composantes A et B, entre crochets, avec un espace, pas de virgule entre les deux ici. Ça, c'est le vecteur algébrique U, qui est défini par un déplacement de A à l'horizontale et un déplacement de B à la verticale. Ce vecteur-là, il est super intéressant du point de vue du plan cartésien, parce qu'on peut définir n'importe quel mouvement en deux dimensions. Mais on pourrait vouloir généraliser, ou du moins extrapoler notre résultat ici, et aller voir qu'est-ce qui se passe en trois dimensions. Donc le vecteur en deux dimensions, ici, on aimerait pouvoir le transférer en trois dimensions. Heureusement, la solution est très simple ici. Comme on indiquait nos déplacements à l'horizontale et à la verticale, si on rajoute un troisième axe, tout ce qu'on a à dire, c'est qu'on rajoute une troisième composante qui va nous indiquer c'est quoi le déplacement dans notre troisième axe qui va nous intéresser. Donc, le vecteur en 3D pourrait s'écrire de cette façon-ci ici. Le vecteur U, avec une flèche encore une fois, est défini par les composantes A, B et C. A, c'est quoi? C'est son déplacement à l'horizontale en X. B, c'est son déplacement en Y. Et C, c'est son déplacement en Z. Donc là, si on fait trois axes, on a besoin de trois déplacements, de là, les trois composantes de ce vecteur-ci en 3D. On pourrait généraliser encore plus le résultat. Donc, on pourrait, plutôt que d'avoir trois composantes, en avoir 4, 5, 6, des choses comme ça, et associer chaque composante à une information sur notre vecteur. Donc, le vecteur, on va voir qu'on peut le généraliser et le transformer en une sorte de tableau. En informatique, vous allez souvent utiliser des arrays, des vecteurs aussi. Donc, vous allez pouvoir stocker de l'information à l'intérieur d'un vecteur comme ça, parce que le vecteur, du point de vue informatique, ça représente plusieurs adresses de suite qui contiennent des informations qui pourraient définir un objet, qui pourraient définir une particularité, une variable qu'on est en train d'étudier du point de vue de notre code informatique. Donc, de façon générale, la définition qu'on s'est donnée du vecteur, elle peut s'étendre à n'importe quelle grandeur. Évidemment, ici, ces grandeurs-là doivent être positives, on n'aura pas moins 4 composantes, ça n'a aucun sens. Donc, le vecteur ici, U, qui est défini par les composantes U1, U2, etc., jusqu'à U petit n, ça représente un vecteur qui contient n composantes. On peut aller à n'importe quelle grandeur de vecteur. On pourrait avoir un vecteur de 100 composantes, comme on pourrait avoir un vecteur de 2 milliards de composantes, en autant que on le définit comme il faut et que chacune de ces composantes-là a une utilité. Donc, dans ce cas-ci, les composantes de notre vecteur au point de vue informatique, ce que ça va représenter, c'est de l'information. Ce sera une information sur l'objet qu'on est en train d'étudier, généralement un vecteur, mais le vecteur pourrait représenter, par exemple, un tableau dans lequel vous avez inséré les notes les notes à l'examen, par exemple, de vos étudiants, et le vecteur ici va représenter à chaque composante la note d'une personne. Donc, on peut insérer des informations une à la suite de l'autre dans une forme un peu tabulée, presque un tableau, là, finalement, ici, avec des positions qui indiquent vraiment une information unique pour chacune de nos positions de notre vecteur. On se donne trois exemples ici, et ces exemples-là devraient nous donner une meilleure idée de ce que nous autres, on va faire avec les vecteurs. Donc, on a le vecteur algébrique typique qu'on a fait dans le chapitre 5, donc le vecteur U qui est défini par moins 2, 3. Ici, ce vecteur-là, on l'avait déjà dit, ça représente un déplacement de 2 unités vers la gauche parce que c'est négatif, et on a 3 unités vers le haut parce que c'est positif pour la deuxième composante. Là, ici, ce vecteur-là, on pourrait le généraliser à trois composantes, aller voir en 3D à quoi ça ressemble. Ben, ici, le vecteur V qui est 1, moins 5, 4, ça représente une unité de déplacement sur les X dans le positif, 5 unités sur les X négatifs et 4 sur les Y
positif. Donc, supposons que on fait un axe, vous le voyez pas parce que c'est par en haut, ben, imaginez qu'on est comme ça, les X pourraient s'en aller par là ici, ben, je me déplace de 1 par là. Les Y, s'ils s'en vont par là, ben, je vais me déplacer de 5 à l'opposé. Et les Z, s'ils se déplacent vers le haut, ben, je vais monter de 4 ici, de plus en plus proche de ma caméra. Ça va représenter un déplacement total pour mon vecteur en 3D. Si en 3D, ce sera utile lorsqu'on va faire une scène 3D, une scène numérique, imaginez un jeu vidéo où vous avez un déplacement, ben, le déplacement va se faire sur les 3 axes possibles, étant donné qu'on a 3 axes de déplacement possibles dans un jeu vidéo en 3D. Maintenant, on va aussi utiliser des vecteurs pour représenter d'autres choses qui ne sont pas nécessairement des mouvements, nécessairement des déplacements. On pourrait représenter notamment les bits qu'il y a dans un octet. Donc, on a un vecteur ici à 8 composantes. Ben, chacun des composantes représente la valeur d'un bit dans l'octet. Donc, la première composante représente le dernier bit de notre octet et la dernière composante pourrait représenter le premier bit de l'octet selon ce qu'on a décidé de faire ici. Et à ce moment-là, ben, on peut représenter un octet directement avec un vecteur et on pourrait utiliser cet octet-là, utiliser chacune des valeurs pour aller faire des opérations, par exemple, sur cet octet-là, plus facilement dans un code qu'on aurait construit. Mais maintenant, on se pose la question suivante. Qu'est-ce qui va se passer si on colle des vecteurs ensemble? Si on les met un par-dessus l'autre ensemble, qu'est-ce que ça va représenter? Ben, c'est ce qui nous amène à la définition de la matrice. Les vecteurs, une fois qu'on les a définis, si on a plusieurs vecteurs exactement de la même longueur et qu'on les met un par-dessus l'autre, ça va créer une matrice. Donc, une matrice, mathématiquement, c'est une représentation sous la forme d'un tableau de plusieurs ensembles de données. Donc, je vous donne un exemple avant d'aller plus loin dans cette définition-là pour essayer de bien visualiser qu'est-ce que ça pourrait représenter. Donc, supposons que j'ai effectué 2 déplacements dans l'espace, donc 2 déplacements en 3D. Et là, ici, c'est important, les deux sont en 3D. Il n'y en a pas un en 2D et un en 3D. Là, les deux sont dans l'espace. À ce moment-ci, je veux regrouper les deux déplacements U, qui est 1, 2, 3, et V, qui est 4, 5, 6, en un seul tableau qui résume tous mes déplacements. Donc, dans ce cas-ci, si je veux insérer ces deux déplacements-là, ben, je vais commencer par le vecteur U. Je vais dire que le vecteur a fait 1, 2 et 3. Et juste en dessous, je change de ligne et je vais mettre le vecteur V, donc 4, 5, 6. À ce moment-ci, on peut décortiquer un peu notre tableau, notre matrice ici, et on pourrait imaginer qu'on a des colonnes et des lignes. À ce moment-ci, la première ligne, elle correspond au vecteur U, la deuxième ligne au vecteur V, et dans chacune de mes lignes, j'aurai une colonne qui correspond au déplacement X, une colonne qui correspond au déplacement Y, et une colonne qui correspond au déplacement en Z. Ça ici, c'est une matrice des deux vecteurs, des deux déplacements que j'ai faits, qui ont des composantes X, Y et Z. Maintenant, la seule chose qui me manquerait, c'est d'indiquer quelles sont les dimensions de ma matrice. À ce moment-ci, on indique combien il y a de lignes et ensuite combien il y a de colonnes. Donc, j'ai combien de lignes ici? Ben, j'ai 2 vecteurs. Et j'ai combien de colonnes? Ben, il y a 3 composantes ici, donc 3 colonnes. Donc, j'ai une matrice 2 par 3. Ce que ça veut dire, c'est que je vais avoir 2 lignes par 3 colonnes lorsque je vais tracer cette matrice-là que j'ai intitulée A ici, juste parce que j'avais envie. Donc, dans ce cas-ci, on va voir qu'on peut généraliser le résultat ici. On pourrait avoir M lignes et N colonnes, puis ensuite de ça, on va voir comment est-ce qu'on va chercher une information en particulier dans cette matrice. De façon plus générale, on pourrait définir la matrice grand A qui possède M lignes et N colonnes, comme cette définition-là ici. Donc ici, on remarque que premièrement, le nom de ma matrice, je l'ai mis en lettres majuscules. C'est comme pour nos ensembles, on veut des lettres majuscules, ça distingue mieux les éléments. À ce moment-là, on va écrire grand A, qui va posséder M lignes fois N colonnes. Donc le premier chiffre de notre indice ici, c'est le nombre de lignes. Le deuxième chiffre, c'est le nombre de colonnes. On commence par les lignes, puis les colonnes. Ici, on va définir ça comme une grande matrice, un grand tableau, dans lequel on n'ajoute pas les lignes qui séparent les colonnes et les lignes. Donc ici, on va avoir les éléments A11, A12, A13 jusqu'à A1N. Qu'est-ce que ça représente, ça, ces indices-ci? Ben, le premier chiffre représente toujours l'indice de ma ligne. Donc A11, ça veut dire que c'est l'élément de la première ligne. Le deuxième chiffre, c'est la colonne, donc c'est l'élément de la première ligne, première colonne. A12, c'est première ligne, deuxième colonne. A13, première ligne, troisième colonne, jusqu'à
A1N, qui est première ligne, Nième colonne. Donc, on peut représenter chacune des informations d'une seule ligne à partir de cette notation-là. Dans une colonne, ben là, cette fois-ci, c'est le premier indice qui va monter. Donc, A21, c'est la deuxième ligne, première colonne. 3.1, c'est troisième ligne, première colonne. M1, c'est la Mième ligne, première colonne, encore une fois. Si chacune des données qui se trouvent dans ma matrice va s'appeler élément, on va appeler éléments les données qui sont dans une matrice, et on va les inscrire, on va les représenter par des lettres minuscules, qui sont généralement la lettre qu'on a utilisée pour le nom de la matrice, mais en minuscule. Donc, si on avait la matrice A, les éléments sont des A minuscules, et on indique évidemment le numéro de la ligne en premier, puis le numéro de la colonne par la suite en indice de notre chiffre. Par exemple, si on allait chercher l'élément qui est en position ligne 2, colonne 3, dans notre matrice A, ben on irait chercher l'élément petit a parce qu'on a la matrice grand A, et la ligne est 2, la colonne est 3, donc ce sera A2, 3, l'élément qu'on va aller chercher. De façon plus générale, si on avait la ligne I et la colonne J, ben on irait chercher l'élément A, I, J, comme ça. Donc ça nous donne l'élément qui est en position ligne I, colonne J, dans notre matrice qu'on s'est construit. De cette façon-ci, on va pouvoir aller référencer là, à chaque fois les éléments qui nous intéressent. Dans un ordinateur, vous allez indiquer par exemple à votre ordinateur que vous allez prendre la matrice A, vous allez chercher l'élément qui est à la ligne I, par exemple, et à la colonne J, puis l'ordinateur va vous sortir, ah ben c'est cette valeur-là qui vous intéresse, ça va vous permettre d'aller référencer, d'aller chercher dans un tableau efficacement avec des indices mathématiques pour pouvoir trouver ça. On termine ça avec un petit exemple un petit peu plus concret. Donc, tout à l'heure, j'en ai fait une matrice avec 2 vecteurs, mais c'était pour initier un peu la pensée matricielle. Maintenant, on sait c'est quoi, on est capable de définir comme il faut ce qui nous intéresse. Donc ici, on se donne une matrice grand A qui est définie par 4, 0, 7, moins 2, 8, moins 4, et on va se poser quelques questions là-dessus. Là, ici, j'ai déjà écrit un peu les questions qu'on allait faire, donc allez essayer en faisant pause dans la vidéo de trouver la dimension de la matrice, les éléments A21, A23 et A12, puis ensuite de ça, revenez aux vidéos pour voir si vous avez la bonne solution, pour vous assurer que vous avez bien trouvé là, les chiffres qui nous intéressent. Donc, nous autres, on y va tout de suite. À ce moment-ci, la dimension de notre matrice. On sait que les dimensions, c'est le nombre de lignes fois le nombre de colonnes. Donc ici, on a 2 lignes, 3 colonnes. Donc, on a une matrice A qui est 2 par 3. 2 par 3 parce qu'on a 2 lignes et 3 colonnes. Donc, on ramène nos lignes et nos colonnes en indice pour notre matrice. Ensuite de ça, on va aller chercher avec ça l'élément A21. L'élément petit A21, ça veut dire que je vais devoir aller à la deuxième ligne, 1, 2, et à la première colonne, ici. Donc, cet élément-là, A21, vaut moins 2. Donc, c'est la valeur qui est en deuxième ligne, première colonne, dans ma matrice. Ensuite, l'élément A23. Encore une fois, je vais à la deuxième ligne. Là, je vais à la troisième position. 1, 2, 3. Ici, ça va valoir moins 4. Finalement, l'élément A12, vous allez à la première ligne, deuxième élément, donc 4, 0. Ici, on s'en va au 0. Donc, ça veut dire que A12 vaut 0 dans la matrice qui est ici. Dans un ordinateur, ça va varier selon le langage de programmation que vous allez avoir, mais supposons que vous avez nommé la variable, la matrice grand A à ce moment-là. Pour référencer cet élément-là, vous allez peut-être devoir utiliser A1, 2, puis votre matrice à ce moment-là va vous redonner le 0 qu'on avait tout à l'heure. Donc, dans un ordinateur, c'est comme ça qu'on va aller chercher ces informations. Mais pour l'instant, on n'ira pas plus loin que ça, nous, on va pas aller chercher ça dans un ordinateur, on reste théorique. Dans le deuxième cours de mathématiques appliquées à l'informatique, vous devriez travailler plus en profondeur avec les matrices et les vecteurs. Nous, on va se contenter de ces définitions-ci pour pouvoir commencer à définir l'image matricielle et aller chercher des informations sur ces images. Mais ça, ici, on fera pas ça maintenant. On va s'arrêter ici, ça fait assez de matière pour l'instant. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo avec la section 6.2.